Si tu me permets, Président, nous avons deux heures pour 4 sujets très importants. Et par conséquent, je demande aux orateurs vraiment d'essayer de parler pour 15 minutes, de façon à avoir 15 minutes de discussion, qui j'espère sera active. D'ailleurs, si jamais je sens une faiblesse de discussion, je donnerai la parole volontairement à certaines personnes dont je sais l'expertise dans la salle. Ceci les incitera à écouter plus attentivement encore les orateurs. Bernard. Merci messieurs. Je vais essayer, initialement c'était prévu 30 minutes et ça, je ne peux pas le faire en 5 minutes parce que ça, moi je peux le faire, mais vous n'allez rien comprendre. Je vais essayer de vous faire donc un survol rapide des progrès qui ont été faits dans le traitement des métastases hépatiques et dont beaucoup de ceux qui sont dans la salle, ont contribué de manière importante. Alors j'ai fait les liens en français, bien que ce soit un congrès international. Je pense que tout le monde comprendra. Alors, il y a quelques années, le président et moi-même avons publié ce rapport qui va être mis à jour cette année. Daniel, c'est pour ça, voilà, sur l'expérience de l'Association française de chirurgie. Et ça a donné lieu à un certain nombre de publications, dont certaines sont encore restées dans les 2-3 les plus citées sur le sujet au niveau de publications internationales. Alors, les questions qui se posent sur ce sujet, c'est de savoir si les métastases contre les trous sont résécables, après choisir l'opération, la chimiothérapie et leur association. En 2014, on considère qu'il y a à peu près 15 à 20% qui sont résécables au départ, que les autres ne le sont pas, et qu'elles peuvent le devenir si on a un bon effet de la chimiothérapie. Alors, l'ESMO, l'European Society of Medical Oncology, a classé les métastases en différents groupes. Et celles qui concernent les chirurgiens sont, ça date de l'année dernière, 2012. Le groupe 0, c'est celles qui sont résécables d'emblée. Et le groupe 1, c'est celles qui peuvent le devenir. Et c'est pour ça que, au point de vue traitement, ce qu'on veut pour ça, c'est un traitement avec un effet rapide et une bonne réponse à la chimiothérapie pour essayer de faire diminuer la taille des lésions. Les critères de résécabilité, je crois que vous n'avez pas besoin de chiffre dessus. Il faut bien sûr que le foie qui reste puisse avoir ces vaisseaux qui arrivent et qui repartent avec une marge saine, avec à peu près 25 à 30% de foie fonctionnel. En principe, c'est indépendant du nombre de métastases, pourvu qu'on puisse les enlever. Ça va mieux ? Alors, on peut faire à peu près toutes les hépatectomies pour ce sujet, des hépatectomies réglées, droite, gauche, des métastasectomies, quand il y a une petite lésion, c'est pas la peine de faire devant l'hépatectomie, ou des métastases, des exérèses multiples. On peut combiner la résection à la radiofréquence, qui n'est pas simplement considérée comme un équivalent, mais qui permet de réaliser un traitement complet des lésions sur le foie, comme là par exemple, vous voyez, il y a les 2 lésions, et une qui a l'objet d'une hépatectomie droite et l'autre d'une radiofréquence. Ça, c'est une dia que m'avait traité Daniel Jeff. On peut faire des traitements beaucoup plus complexes pour des métastases bilobères, que vous voyez ici. Des 2 côtés, et il y a quelques années, on n'aurait pas envisagé de pouvoir traiter ça complètement. Et puis on fait d'abord on traite le lobe gauche par radiofréquence plus résection, puis on fait une embolisation portale pour faire hypertrophier ce que l'autre qui va rester, et puis finalement on enlève le lobe droit, et on a fait un traitement complet. Il est évident qu'à présent de traitement, le risque de récidive sont élevés, mais il y a aussi des malades qui vivent très longtemps. Sur la survie à long terme après ces exérèses, il y a des tas de rapports que je n'ai pas détaillés. Ça, c'est le Livermed Survey qui est colligé par René Adam, qui vous voyez qu'au bout de 4 ans, on a à peu près entre 35 et 40% de survivants à 5 ans, et que ça dépend du nombre de métastases. Donc avec un traitement chirurgical seul, ce qu'on sait aussi, c'est que les bénéfices de la chirurgie s'est amélioré au fil des années, et que dans cette étude américaine, vous voyez les malades opérés les plus récemment, 2004 à 2006, ont un meilleur pronostic et plus longtemps que ceux qui ont été opérés dans les années avant. Alors, pour résumer ça, vous connaissez tout ça, je n'ai pas voulu insister. La chirurgie des métastases hépatiques, parfois elle est simple, parfois elle est très compliquée. Je crois que ce qui est important de dire que quand ce n'est pas possible localement, il faut que les chirurgiens transfèrent les malades vers des centres spécialisés et que, en tout cas, le principe général, c'est que tous les dossiers doivent être discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ce n'est pas un malade qu'on peut traiter dans son coin en disant je fais ça. Alors, est-ce que la chirurgie suffit quand on a une métastase facile à retirer comme celle-là? Quand on regarde sur les risques de rechute, là dans le rapport avec Daniel Jeff, on sait que ce genre de malade, il a 2 tiers de risque de rechute.
Et un autre score, celui de fond, là il est dans les bons cas, ce patient, entre 0 et 1, et à 5 ans, il a à peu près 50% d'espérance de survie. Il faut qu'on puisse faire mieux. Faire mieux, c'est quoi? C'est associé à la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie le plus facile, c'est de la donner après l'opération. C'est facile, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve absolue que ça marche. Et que là, il y avait une étude de deux essais du 5FU qui montrent une tendance à l'amélioration sur les malades qui ont eu du 5FU après l'opération par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres études de comparaison à la chirurgie seule. Donc on reste sur des hypothèses, je pense que, je crois que. Moi, ce que j'en pense, c'est que cette chimiothérapie post-opératoire après la section, elle est facile à administrer, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve formelle d'activité, bien qu'elle soit beaucoup utilisée. L'alternative, c'est la chimiothérapie avant et après. Personnellement, je pense que la chimiothérapie pré-opératoire, c'est l'avenir dans pratiquement tous les domaines de la chirurgie, de la cancérologie digestive. Ça, c'est l'essai de l'ERTC, où on avait comparé chirurgie seule, la chirurgie avec Folfox avant et après. Ça a l'air pas grand-chose, 360 patients, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais dans ce domaine-là, c'est le plus grand essai qui a été réalisé, parce que c'est très difficile de trouver des patients quand il y a de la chirurgie dedans. Pour faire court, ça c'était la survie sans récidive qui était l'objectif principal, qui avait été publié, que j'avais présenté à l'ASCO, qui a été publié dans Lancet. Vous voyez qu'on avait, certains considéraient ça comme un peu décevant, mais on avait un bénéfice de 8% en diminution du risque absolu du risque de récidive. Ce qui n'est pas trop décevant, c'est à peu près le bénéfice de tous les essais positifs en matière de cancérologie digestive. Ce qui fait que je voulais rappeler que l'intérêt de cet essai, c'était de comparer l'ensemble à la chirurgie seule, c'était pas de comparer chimio pré et post. Il y a eu d'autres essais qui ont voulu, pour l'instant, ils se sont tous cassés la figure prématurément. Donc la conclusion, c'était qu'en faisant ça, on réduisait d'un quart le risque de récidive. Alors après, je l'ai représenté à l'ASCO pour la survie à long terme, qui n'était pas l'objet initial. Vous voyez qu'on montrait qu'il y avait un bénéfice à administrer de la chimiothérapie de 4%. C'est pas significatif, parce que ça ne peut pas l'être avec 360 malades. Dans les essais de chimio pour les adjuvants pour les cancers primitifs, c'est positif avec ce pourcentage-là quand il y a 2000 malades. Avec 350, on ne peut pas et on ne pourra jamais, parce qu'on n'arrive jamais. Voilà. Donc, ce n'est pas contre le résultat, c'est juste de dire qu'on n'a pas les moyens pour l'instant d'évaluer la survie à long terme. Alors, y a-t-il des indications de la chirurgie d'emblée? Quand c'est des petites métastases qui risquent de disparaître, si on fait de la chimio, on ne les retrouve pas après, oui. Quand c'est des métastases synchrones qu'on découvre quand on opère le primitif, ou de chimiothérapie post-opératoire seule, oui, quand on n'a pas fait de la chimiothérapie pré-opératoire, on peut faire, mais moi je pense qu'actuellement on manque de preuves d'efficacité. Alors les inconvénients potentiels, c'est d'une part, le premier, c'est le risque que les métastases deviennent non résécables si elles progressent. Elles ne progressent pas souvent, dans les cellules RTC c'était 7%. En fait, pour faire court, la progression c'est plutôt un marqueur de mauvais pronostic, et à mon sens, c'est une indication de changer de chimiothérapie et sûrement pas d'opérer les malades pendant qu'ils progressent. Bien entendu, si les métastases résécables, il ne faut pas non plus les laisser devenir non résécables. Mais il faut changer de chimiothérapie avant de faire ça. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne voit plus les métastases sur les scanners parce que ça a répondu. Encore, là, il y a eu un certain nombre de publications là-dessus. Ce qu'on sait, nous, on en a une qui est assez souvent citée, et où ces métastases qui avaient disparu, dans plus de 80% des cas, elles étaient toujours là. Donc le message, c'est qu'il faut évaluer les malades tous les 3-4 cycles et repasser en RCP. C'est pas un problème si c'est une indication de hépatectomie anatomique, parce que peu importe là où elle est. Et quand c'est des petites métastases dont on craint qu'elles vont disparaître, un moyen c'est de les marquer avant par radiofréquence percutanée. Ce que nous faisons, nous mettre des clips métalliques à l'intérieur, ça fait très utile. Et quand on les enlève, on a le clip même si on ne voit plus la métastase. Troisième inconvénient potentiel, c'est les dommages au foie induits par la chimiothérapie. Vous savez qu'il y a des dommages qui dépendent du type de chimiothérapie. L'oxaliplatine, ça donne des lésions vasculaires. On peut avoir des lésions stéatohépatiques avec les autres, avec le 5FU, l'irinotécan. En fait, le problème, ça aussi, c'est une étude rétrospective qu'on avait faite et puis qui a été aussi, il y a eu 2 autres publications, comme vous savez. Ça, c'est assez souvent cité. En fait, ce n'est pas une question de chimiothérapie, c'est une question de nombre de cycles. Et vous voyez, on avait revu des dossiers de malades qui avaient eu de la chimio ou pas de la chimio avant d'être opérés.
et que la différence entre les deux, il n'y a pas plus de mortalité. En revanche, la morbidité, elle augmente après 6 cycles. Le message, c'est donc qu'il ne faut pas en faire, il faut faire ce qu'il faut, mais pas plus, parce que ça augmente après 6 cycles. Dans l'essai de l'ERTC, il y avait plus de complications de la chirurgie dans le groupe qui avait reçu de la chimio que dans ceux qui n'avaient pas reçu. Il n'y a pas plus de mortalité. Et ces complications, c'était des complications qui ont impliqué une prolongation du séjour du malade, mais pas plus. Donc ça va mettre en balance avec le bénéfice obtenu. Alors ça, c'est les inconvénients sur le parenchyme non tumoral. En revanche, sur le parenchyme tumoral, là, le rêve, c'est que la métastase disparaisse complètement. C'est pas plus disparaître sur le scanner, c'est disparaisse complètement. Réponse pathologique complète, il n'y a plus que de la fibrose. Et là, quand il n'y a plus de la fibrose, on sait que c'est un très bon pronostic. Et il y a ce travail rétrospectif de Paul Bruce et celui-ci de Houston qui montre que quand il y a une réponse histologique complète, on a 75% de survivants à 5 ans. Donc ça, c'est un intérêt important de la chimiothérapie. Quelle durée de la chimiothérapie? Quand c'est des métastases résécables, pour l'instant, on en est à 6 cycles, c'est l'essai de l'ERTC. Est-ce qu'on peut faire moins? Peut-être, mais je ne crois pas que ce soit un intérêt, comme on peut espérer guérir les gens. Alors maintenant, les agents ciblés dans ce domaine, si on considère que le traitement standard, c'est le Folfox, est-ce qu'il faut dire le plus efficace, c'est le mieux? Pour l'instant, ce n'est pas le plus efficace, parce que dans les traitements adjuvants, il n'y a pas de bénéfice des agents ciblés. Pour les métastases, il y en a un, et là, on est entre les deux. Donc, le mieux, c'est de faire des essais. Les anti-EGFR, le cetuximab, il n'y a pas de relation avec la chirurgie. Et les anti-EGF, on sait que théoriquement, ça peut augmenter le nombre de complications chirurgicales. Et si on attend 6 à 8 semaines, il n'y a pas de problème. Et la plupart des malades qu'on opère maintenant avec de la suicimab, on ne se préoccupe pas qu'ils en aient eu. Alors, les nouveaux essais, vous avez peut-être entendu parler de celui-là, qui est un essai anglais, qu'ils ont appelé le New Epoch. Le Epoch, c'était le précédent, celui de l'ERTC. Ils ont randomisé chimio avec oxyliplatine ou seul ou avec du cetuximab, et ils ont présenté récemment qu'en gros c'était plutôt mieux dans le bras sans cetuximab. Alors la question c'était est-ce qu'il faut abandonner tous les essais? En fait, non, cet essai il avait plein de problèmes, il y avait plein de problèmes de qualité de la chirurgie, 40% des malades n'avaient pas une marche satisfaisante, il y a beaucoup de non-opérés, et donc c'est une information qu'il faut prendre, mais c'est sûrement pas une information pour arrêter les essais, il faut en faire d'autres pour avoir une confirmation. Les autres, c'est ce qu'on appelle le BOS2. Donc le RTC a ouvert récemment cet essai, qui est ouvert maintenant, qui a 3 bras, de métastase résécable jusqu'à 8, qui sont, on a dit, KIRAS non muté, maintenant on est passé à RAS non muté, Folfox seul, Foxfol panitumumab ou Folfox bevacizumab. On devrait savoir si ça a un intérêt d'ajouter un agent ciblé. Et puis ce qu'on a montré maintenant, c'est qu'il n'y a pas que la mutation sur l'exon 2, mais il y en a d'autres. Quand l'exon 2 est non muté, les autres sont mutés, et bien ça se comporte comme des mutations de l'exon 2, ça ne répond pas, donc il faut déterminer toutes les mutations, et donc non seulement regarder le CIRAS, mais tout le RAS. Donc ça, c'est l'essai BOS2 qui est ouvert maintenant, et puis le partenaire, c'est l'essai BOS3 dans les métastases mutées, où là, on regarde Folfox seul, Folfox plus un inhibiteur de EGF qui est la Flipercept, et comme on ne sait pas si le meilleur partenaire c'est Folfox ou Folfiri, on a aussi un bras Folfiri. Cet essai, il est en préparation, il devrait ouvrir incessamment. Et donc, si vous êtes intéressé, ça serait très bien. Donc ça, c'était les métastases résécables. Voilà. Maintenant, il y a les métastases non résécables. Alors, métastases non résécables, 80-85%, et il y en a certaines qui vont devenir résécables. Les travaux initiaux là-dessus, c'était les travaux de Paul Bruce qui ont montré qu'on pouvait avoir jusqu'à 15 à 20% de malades qui devenaient résécables et qui étaient réséqués après. Avec des malades comme ça, avant chimiothérapie, c'est pas résécable, après chimiothérapie, ça a diminué, et maintenant c'est passé à distance des vaisseaux, et le foie restant, le foie restant est satisfaisant, donc on peut faire une résection. L'objectif, c'est permettant à des patients qui ont des métastases non résécables de résection et donc une chance de guérison grâce à des chimiothérapies agressives ou des agents ciblés. Alors, la durée optimale, là on n'est plus dans les 6 cycles, on est à chimiothérapie jusqu'à ce que ça soit résécable. Mais pas plus, c'est-à-dire qu'elle doit être suspendue dès que les métastases sont devenues résécables et pas donner de la chimiothérapie comme ça n'arrive pas jusqu'à ce que mort s'en suive ou jusqu'à ce qu'on voit plus les métastases, parce que là on ne peut plus les opérer et le foie peut être abîmé. Donc ça c'est un message qu'on essaie de passer aux oncologues. Voilà.
résécabilité, plus il y a de réponse à la chimiothérapie, plus il y a de chances que ce soit résécable. Ça, c'est pas un scoop. Alors, dans les chimiothérapies possibles, il y a des cytotoxiques. Il y a par exemple l'association folfirinox, oxaliplatin, irinotecan. Là, il y a ce essai qui était intéressant, c'était du Gono, qui montrait que oxaliplatin, irinotecan, sur des malades non résécables, il y en avait sur fois seuil, il y en a 36% qui sont devenus résécables. Ça, c'est intéressant. Et d'une manière générale, on peut avoir une chirurgie R0. Donc ça, c'est une première manière de donner une chimiothérapie agressive. L'autre manière, c'est de donner des agents ciblés combinés à la chimio. Donc là, je vous passe des détails, mais en gros, ce qu'on recherche là, c'est une réponse objective. Donc là, vous avez les essais importants des dernières années. La chirurgie n'était pas un objectif, donc on ne peut pas le regarder. En revanche, le taux de réponse, vous voyez, FOLFIRI plus cetuximab, ça répond plus que FOLFIRI seul. FOLFOX aussi, et même cet essai anglais qui était négatif pour la survie, il est positif, en tout cas, pour le taux de réponse. Donc, cetuximab, ça, c'est un bon partenaire. Il y a des études de phase 2 aussi qui ont montré que dans certains cas, on observait des taux de réponse très importants. Ça, ce sont des phases 2. Il y a un essai chinois qui a été publié récemment qui comparait FOLFOX, FOLFIR ou FOLFIRI plus ou moins cetuximab et qui a montré que le taux de résection passait de 7% à 25%. Ça, c'était publié dans le JCO, c'est intéressant, donc c'est en faveur de la combinaison avec du cetuximab. Le panitumumab, qui est l'autre EGFR longtemps, montre à peu près la même chose. Le taux de réponse augmente quand on combine le FOLFOX par rapport au FOLFOX seul. Donc ça, c'est aussi un bon partenaire pour rendre résécable. En ce qui concerne le bevacizumab, l'Avastin, c'est un peu plus difficile de dire parce que autant sur le premier essai avec Erinotecor, on montrait une augmentation du taux de réponse, autant sur cet essai important, il n'y avait pas d'augmentation du taux de réponse, mais il était pareil qu'on ne donne pas d'Avastin avec du FOLFOX. Donc ça a beaucoup intrigué les gens, et ça n'a pas fait plaisir à la firme qui commercialise. Alors, il y a peut-être une explication, c'est que ça entraîne le bevacizumab, ça ne fait pas toujours réduire la taille, mais ça peut entraîner une nécrose. Vous voyez là, on a 2 métastases, elles sont toujours à la même taille, mais elles sont complètement nécrosées. Donc c'est peut-être que les critères récistes et à mesure de la taille, c'est pas le bon moyen d'évaluer l'efficacité du débat. Alors, il y a eu cette étude récente là qui a comparé FOLFIRI, cetuximab et FOLFIRI bevacizumab, qui, pour l'instant, sur le taux de réponse objectif n'était pas très concluant et il n'y a pas de différence significative dans la population entre les deux. On ne peut pas dire si le bevacizumab sur cette étude ou cetuximab sont le meilleur. Alors, j'ai voulu rajouter ça une note de prudence parce qu'on est très enthousiaste en disant voilà, on donne ces chimios, on a des malades qui ont des grosses métastases et puis on arrive à les enlever. Bon. Et après, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'étude Gono, qui est une étude avec du FOLFIRINOX, donc le traitement important. Ben, si on regarde la survie sans récidive, vous voyez qu'il y a 2 ans, il y a 80% des malades qui ont récidivé. 80%. Ça veut dire qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut un peu tempérer l'optimisme de certains qui disent je résèque, donc c'est fini, le malade est guéri. Donc peut-être qu'on n'en est pas à transformer chez ces malades d'une maladie mortelle en maladie chronique comme le diabète. Ça veut dire qu'il ne va pas recommencer, on va faire des secondes de chimio, mais il faut quand même être conscient de ça, je pense. Alors, les laissements aussi dans les conférences de consensus, sur lesquelles j'étais aussi à donner, voilà, en fonction des caractéristiques, qu'est-ce qu'ils conseillent en premier quand on veut rendre ces cas. Et là, vous voyez, avec le FOLFIRI ou le FOLFOX, c'était plus cetuximab ou le panitumumab, on a tenu en premier, et puis le bevacizumab, le FOLFIRINOX après, et les autres sont aussi possibles. Voilà, alors je vais essayer de faire vite, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je crois qu'en résumé, donc la résection après chimiothérapie, moi ce que je pense qui est important, c'est que d'abord, il faut ne jamais dire jamais, c'est-à-dire avant on disait bah, celui-là il est résécable, je peux le tenir. Maintenant on a des réponses dans certains malades tellement importantes que je crois qu'il faut commencer les chimios, revoir les malades, garder les yeux ouverts. Il faut aussi savoir que la chirurgie, ça ne règle pas tout, parce que surtout quand les métastases sont résécables, ça récidive souvent. Et surtout, il faut toujours discuter tous les cas
en réunion de concertation pluridisciplinaire, non seulement au début, mais tous les 3-4 cycles, pour voir si ça change, et pas surtraiter les malades, soit avec la chimio, soit avec la chirurgie. Messieurs, les modérateurs, j'espère avoir fait de mon mieux pour rester avec vous. Merci beaucoup de cet exposé très complet et très clair. Y a-t-il des questions? Donc, je commence par une question qui m'est posée et qui me gêne. Alors, je vais te la poser. Est-ce qu'il faut traiter tous les malades non résécables par chimiothérapie? Avec l'argument suivant, en gros, il a montré, on peut espérer de guérir maximum 20% des malades. Donc, ça signifie que 80% est un effet. Alors, il dit, vous donnez une chimiothérapie, traitement lourd, pénible, cher, à 80% de malades que vous n'avez pas guéri. Alors, ça c'est une très bonne question. Justement, j'imaginais dans un autre domaine de poser cette question. D'une part, il y a aussi la question de combien ça coûte et quelle est la tolérance et la qualité de vie de ces malades. Donc, les malades qu'on peut réséquer, ceux qu'on réséque d'emblée, on a, disons, 35-45% de survie, donc là, on se pose pas, à 5 ans, on ne se pose pas de la question. Ceux qui vont devenir résécables, ça vaut aussi la peine, parce qu'on en a de temps en temps, on en a qui vont récidiver très vite, on sent qu'il y en a qui vivent très longtemps, puis on ne sait pas pourquoi. Donc, moi, je crois que vis-à-vis des malades, c'est difficile de ne pas le faire quand ils sont en état de supporter. Et puis, il y a ceux pour lesquels on ne considère pas la chirurgie. C'est pour ça que l'ESMO avait mis ça, il y a 3 groupes. Les 0, c'est résécable, les 1, c'est potentiellement résécable, et puis après, il y a ceux qui sont probablement pas résécables. Maintenant, il y en a qui sont en trop mauvais état pour bénéficier de quoi que ce soit. Là, la question se pose, savoir s'il faut faire simplement des traitements trop forts ou faire des chimiothérapies pas agressives. Il y en a aussi qui ont des 5FU, comme ça, ils ont l'impression qu'on fait quelque chose, et que le 5FU, dans une association 5FU oxaliplatine, l'essentiel du bénéfice, c'est le 5FU. Donc ça, c'est pas trop agressif. Ces malades-là, maintenant, on est passé d'une espérance de vie sans chirurgie de 6 mois à 24 mois, en moyenne. Donc 24 mois, ça vaut quand même la peine, je pense, sauf si c'est avec une altération très importante de la qualité de vie. Alors, il y a différents inconvénients. Moi, pour savoir, parce que j'ai eu des gens dans ma famille, de vivre 24 mois avec des boutons partout, parce qu'on a un agent ciblé qui donne des boutons, c'est sûr que ça gâche la qualité de vie, et qu'après on peut se poser des questions. Et il y a des régimes de chimio qui sont légers, qui, entre guillemets, ne se voient pas. Et donc moi, je crois que maintenant, la plupart des malades doivent avoir de la chimiothérapie. C'est ça, en chirurgie. C'est mon avis. Alors ça coûte beaucoup d'argent aussi. Il y a des malades dont on sait qu'on ne pourra pas les opérer. Une fois remplis de métastases, on leur donne une chimiothérapie. Non, mais c'est vrai, nous, enfin, je dis ce qu'on fait, est-ce que tu penses que tu fais la même chose? La plupart des gens font ça, et on sait parce que tous les segments hépatiques sont atteints. Si on regarde l'objectif, je pense que tu gardes aussi que pour guérir, un malade, il faut réséquer ces métastases, il faut les enlever. Eh bien, on sait qu'on ne pourra pas les enlever. Alors là, c'est une question, est-ce qu'il faut traiter tout le malade? Moi, il y a quelques années, j'aurais dit non. Maintenant, je dirais qu'on a, c'est un peu le sens de la dernière diapo que j'ai mis là. De temps en temps, on a des réponses tellement importantes, il y en a partout. Et puis moi, j'ai des malades que j'ai suivis pendant plus de 2 ans, où on avait tout au bout de 6 mois, 9 mois, avec la chimiothérapie, puis une résection d'un côté, puis une résection de l'autre, il n'y avait plus rien. Souvent, après, ça revient. Moi, je crois que maintenant, alors il y en a qui disent maintenant, les métastases hépatiques, on est passé d'une maladie mortelle à une maladie chronique. Ça, je crois que c'est un peu aller vite en 2 heures. Mais néanmoins, je crois que vraiment ces associations, si on reste un peu raisonnable, c'est-à-dire sans traiter quand ça ne marche pas, et du coup, ça ne marche pas du tout, ça progresse. Et franchement, moi, je pense que maintenant, on a des chimiothérapies plus ou moins méchantes. Je pense que la plupart, on les traite. Et très honnêtement, moi, de temps en temps, j'ai vu des malades avec des métastases partout, et puis après 3-4 cycles, presque il n'y a plus grand-chose. Est-ce qu'il faut, c'est une autre question ça que je me pose, est-ce qu'il faut faire du debulking? J'ai 2 questions. Une question juste
uniquement dans cette optique de patients qui ont des métastases qui vont disparaître, mais pas après 4 cycles, mais après 10 ou 12 cycles. Est-ce que vous les reconsidérez pour une chirurgie après 12 cycles, si tout d'un coup ils sont devenus relativement aisément opérables? Oui. Alors la question, si je peux dire, devenir résécable, c'est pas très clair. Dans l'idée, devenir résécable, c'est la cause qui vient petite, puis on l'enlève. En fait, très souvent, c'est devenir résécable, ça veut dire qu'il y en a une grosse et des petites, on ne voit plus les petits. Alors on dit c'est devenu résécable, bon, maintenant on les enlève. Mais c'est voilà. Juste un mot pour la... on enregistre et le son et l'image. Alors, on vous demande de prendre le micro quand vous posez une question. Bernard, je m'excuse. Bernard, j'ai 2 questions rapides qui vont dans le sens de ce qui va se passer sur le plan national en termes de PHRC. L'objectif principal devrait être la réduction du taux des rechutes intra-hépatiques. Tu l'as très bien montré, c'est un problème majeur. 80% des malades, surtout les métastases biliovaires, vont récidiver. Donc, quid de la chimiothérapie intra-artérielle qui, quand même, après les travaux de Nikélias et Diavolere, a montré que c'était sûrement une façon de diminuer le taux de rechute intra-hépatique. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, à l'autre pôle complètement, chez les malades dont tu viens de parler, des réponses extraordinaires sur des foies polymétastatiques qui paraissaient inaccessibles à tout. Il va y avoir un PHRC qui pose la question de la transplantation. Je pense que ça va être très difficile d'expliquer aux malades qu'on va choisir et qu'on va randomiser un traitement agressif suivi d'une immunosuppression avec les conséquences qu'on connaît sur la maladie versus la poursuite d'une chimiothérapie. Voilà, je voudrais ton avis là-dessus. Alors, je vais te dire, comme on dit, merci d'avoir posé ces questions. La chimiothérapie intra-artérielle, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps. Il est clair que quand ça marche très bien, ou qu'on a trop de toxicité avec une chimiothérapie systémique, c'est une très bonne solution. Ou quand je vous disais, on a une grosse métastase qui reste et d'autres qui ont disparu, on enlève la grosse et comme on sait de l'autre côté ça va récidiver, nous faisons de la chimiothérapie intra-artérielle dans ces cas-là. Et souvent maintenant, la chimiothérapie intra-artérielle, elle est associée à une chimiothérapie systémique. Et donc ça, tout à fait d'accord. Je pense que même les métastases, entre guillemets, disparues, avec la chimiothérapie intra-artérielle, elles sont plus souvent guéries. Donc ça, tout à fait d'accord. Deuxièmement, la transplantation, ça fait partie des sujets qui existaient, qui ont disparu, qui sont revenus. Je suis allé 2 fois en Scandinavie cette année, l'année dernière, pour le temps de la présentation d'un chirurgien de Copenhague qui a publié ça dans Annals of Surgery, qui croit dur comme moi qu'il y a une série de 25-26 malades qui dit qu'il y était des malades qui ne pouvaient plus avoir de chimiothérapie ou qui étaient des qui ne pouvaient pas être réséqués, qui avaient des indications de chimiothérapie, qu'il a transplanté et il annonce 60% de survie à 5 ans. 60%. C'est un gars qui s'appelle, un auteur qui s'appelle Haglund. Il n'y a que 2 malades qui n'ont pas de ça. Ils ont tous récidivé. C'est exact, ils ont un très gros taux de survie, beaucoup de survie, et tous les malades ont des récidives. N'empêche que quand on lui demande, je lui ai demandé s'il était prêt à faire un essai contrôlé, lui a dit c'est tellement évident que c'est pas éthique de le faire. Bon, là-dessus, la salle n'était pas d'accord, mais en tout cas, c'est en train de revenir la transplantation, et je pense de faire un essai sur ce sujet, ça me paraît la meilleure façon de répondre à la question. Bien, écoutez, notre président a décidé qu'on te remercie de cette très belle exposition. Merci beaucoup.